Bon voilà, c'est une petite vidéo qui a l'avantage aussi de vous montrer un peu les campagnes internationales, mais aussi celles de Sea Shepherd France, et des campagnes qui sont notamment récentes, comme les vents de la colère, par exemple, sur les éoliennes en mer, qui est un sujet qui reste quand même assez méconnu. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Bon, pour éviter que ça aille dans tous les sens, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, et souvent on est un peu frustré de ne pas avoir pu aborder tous les sujets. On va faire les choses de manière un peu spontanée, puis on va essayer de limiter le temps où nous on parle, comme ça après on peut effectivement interagir. Et puis c'est vous qui donnerez la direction de l'échange à travers vos questions. Donc on commence par Paul. It's my pleasure today to join you in the ocean. C'est mon plaisir aujourd'hui d'être avec vous sur l'océan. And what I mean by that this is the planet ocean. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes sur la planète océan. And we're all part of it. Et nous faisons tous partie de l'océan. This is a planet of water in continuous circulation. C'est la planète de l'eau en perpétuelle circulation. And sometimes in the sea. Parfois dans la mer. Sometimes locked in ice. Parfois emprisonné dans la glace. Sometimes underground. Parfois sous la terre. Sometimes in the clouds. Et parfois dans les nuages. And sometimes in the cells of every plant and animal and every living thing on Mais the earth. Aussi dans les cellules de chaque plante et de chaque animal qui vit sur cette planète. So the water in your body right now. Donc c'est l'eau dans votre corps à l'heure actuelle. Was once recently an animal or a plant. Et cette eau était autrefois dans une plante ou un animal. Or in the sea or locked in ice or in the clouds. Ou dans la mer, ou emprisonnée dans la glace, ou dans les nuages. The element water in continuous circulation. Cet élément eau qui est en perpétuelle circulation. So when people ask me what is the ocean? Donc quand les gens me demandent c'est quoi l'océan, the answer is we are the ocean. La réponse est nous sommes l'océan. Every living thing on this planet is the ocean. Chaque être vivant sur cette planète, c'est l'océan. And therefore we have a responsibility. Et donc on a une responsabilité and an obligation et une obligation to do what we can de faire tout ce qu'on peut to protect life and diversity pour protéger la vie et la diversité de la vie in the ocean. Dans l'océan. And specifically, we concentrate on the sea. Et de manière spécifique, on se concentre sur la mer, which is really the life support system for the entire planet. Qui est en fait le système qui maintient la vie possible sur cette planète. And one of the most important facts that I can convey Et un des faits les plus importants que je peux partager avec vous, is that since 1950, c'est que depuis 1950, there's been a 40% diminishment il y a une diminution de 40% in phytoplankton populations in the sea. De la population de phytoplancton dans l'océan. And phytoplankton provides 70% of the oxygen in the air we breathe. Et le phytoplancton a créé près de 70% de l'oxygène qu'on respire. Phytoplankton is the foundation of life on this planet. Le phytoplancton, c'est les fondamentaux, les fondations de la vie sur cette planète. And therefore, a 40% diminishment is a serious situation. Et donc 40% de diminution du phytoplancton, c'est un vrai problème. And why is this diminishment happening? Et pourquoi est-ce qu'on a perdu autant de phytoplancton? It's because we have diminished the other species in the sea. C'est parce qu'on a affaibli les autres espèces dans l'océan. The whales, the dolphins, the seabirds, the turtles, the fish. Les baleines, les dauphins, les oiseaux marins, les poissons. Because these species are the farmers of the sea. Parce que toutes ces espèces sont les maraîchères de l'océan. And they provide the nutrients that phytoplankton needs. Et elles produisent tous ces nutriments dont le phytoplancton a besoin. Iron, magnesium, and nitrogen. Le fer, le magnésium et l'azote. Mainly provided from their feces. Et en fait, elles s'y prennent surtout à travers leurs excréments. So every single day, donc, chaque jour, a blue whale dumps 3 tons of manure. Une baleine bleue crée 3 tonnes d'excréments. Very, very rich in magnesium, iron, and nitrogen. Très riche en magnésium, en fer et en azote. And when some rather ignorant people ask me, et quand il y a des gens ignorants qui me demandent what good are whales? À quoi servent les baleines? They keep us alive. Ben, elles nous maintiennent en vie. We don't live in a world without phytoplankton. On ne peut pas vivre sur cette planète sans le phytoplancton. And phytoplankton doesn't live in a world without whales. Et le phytoplancton n'existe pas sans les baleines. Everything is connected. Tout est connecté. So in 1975, donc en 1975,
began to devote my life j'ai commencé à dédier ma vie to do everything I could to protect whales, à faire tout ce que je pouvais pour protéger les baleines, with one great ambition, avec une ambition particulière, that before I die, qu'avant que je meure, I want to eradicate the evil which is whaling. mon objectif est d'éradiquer le diable qui est la chasse baleinière. And we've made a lot of progress. Et on a fait beaucoup de progrès. Since we began, whaling ended in Australia, Depuis qu'on a commencé, la chasse baleinière est arrivée à un terme en Australie, Chile, au Chili, Peru, au Pérou, South Korea, en Corée du Sud, Spain, en Espagne and many other countries. et dans plein d'autres pays. So today we're only 3 countries that are whaling: Donc aujourd'hui, il reste 3 pays qui chassent encore la baleine, Norway, Iceland, and Japan. la Norvège, l'Islande et le Japon. And a couple of years ago, we drove the Japanese out of the Southern Ocean. Et il y a quelques années, on a réussi à chasser les baleiniers japonais du sanctuaire baleinier antarctique, But they intend to come back, mais ils ont l'intention d'y retourner and we intend to meet them. et on a l'intention de les y attendre. But this summer, our target is Iceland, Mais cet été, notre cible, c'est l'Islande, where this modern-day Captain Ahab named Christian Lofson où ce capitaine arabe des temps modernes qui s'appelle Christian Lofsen wants to kill over 200 endangered fin whales. a comme objectif de tuer plus de 200 baleines rorquales menacées. And our objective is to make sure that he doesn't kill one. Et notre objectif, c'est de l'empêcher d'en tuer une seule. So it's going to be a risky campaign, Donc ça va être une campagne un peu risquée, but we've done many risky campaigns. mais on a fait plein de campagnes risquées. And no matter what Iceland throws at us, we're going to defend those whales. Et peu importe ce que l'Islande fait contre nous, on défendra ces baleines. Because sometimes you have to go into these situations Parce que parfois, on est obligé d'affronter certaines situations having to understand the consequences. tout en comprenant les conséquences. In 1979, I targeted a pirate whaling vessel called the Sierra, En 1979, j'ai pris pour cible un bateau baleinier pirate qui s'appelait le Sierra, a ship that the International Whaling Commission could not shut down over 10 years. un bateau que la Commission baleinière internationale n'arrivait pas à arrêter depuis plus de 10 ans. Killing whales illegally all the way from Portugal down to Angola. Il tuait des baleines illégalement depuis le Portugal jusqu'à l'Angola, And nobody seemed to be able to do anything about it. et personne ne semblait être capable de l'arrêter. So I decided to go after it. Alors j'ai décidé de le pourchasser. And I set out from Boston to cross the Atlantic, Et je suis partie de Boston et j'ai traversé l'Atlantique. and I found the Sierra 200 miles off the coast of Portugal. Et j'ai trouvé le Sierra à 200 000 nautiques au large du Portugal. And I chased it into a Portuguese port. Et je l'ai pourchassé jusqu'à un port portugais. And there were 20 of us on the ship. Et il y avait 20 membres d'équipage avec nous sur le bateau. So I called my crew and I said, we're going to go out and we're going to ram that ship. Et j'ai appelé mon équipage et je leur ai dit, on va éperonner ce bateau. We're going to end its career today On va terminer sa carrière aujourd'hui. to make sure they don't kill another whale. On va s'assurer qu'il ne tue plus jamais une seule baleine. So I said to my crew, I can't say you won't get hurt, Donc j'ai dit à mon équipage, je ne peux pas vous garantir que vous ne serez pas blessés, but I can absolutely guarantee you're going to go to jail in Portugal. mais je peux vous garantir que vous allez en prison au Portugal. So if you don't want to be involved, Donc si vous ne voulez pas être engagé, I'll give you 10 minutes to pack your bags je vous donne 10 minutes pour faire vos sacs and get off the ship. et vous descendez du bateau. 10 minutes later, 17 were off the 10 ship. minutes plus tard, 17 d'entre eux étaient sur le quai. But fortunately, the 2 that stayed with me were engineers. Mais heureusement, les 2 qui sont restés étaient des mécanos. And we pulled away from the dock, Et donc, grâce à eux, on a pu sortir le bateau du port. crossed the bay, heading full speed towards the Sierra sitting in the middle of the bay. On a traversé la baie et on a foncé à pleine vitesse sur le Sierra qui était au milieu de la baie. And I hit the ship across the bow to destroy the harpoon, Et j'ai commencé en percutant le bateau au niveau de la proue pour détruire le harpon. and then did 360 degree and slammed right into the side. Et ensuite, je me suis retourné à 360 degrés et je me suis rentré dedans sur le côté. I split that ship right down to the waterline. Et j'ai fendu ce bateau au milieu, juste au-dessus de la ligne de flottaison. And as it limped into the port, I was pursued by the Portuguese Navy. Et du coup, j'ai été poursuivi par les gardes-côtes portugais. And they brought me back before the port captain. Et donc, ils m'ont ramené jusqu'au port et ils m'ont présenté au capitaine du port. And the port captain charged me with gross criminal negligence. Et le capitaine du port m'a reproché une grosse négligence. But I said to the port captain, Mais moi, j'ai dit au capitaine du port there wasn't anything negligent about it. qu'il n'y avait rien de négligent dans ce que j'avais fait. I hit that ship directly where I wanted J'avais it. percuté ce bateau exactement là où je voulais le percuter.
And the poor captain laughed, Et le capitaine du port a rigolé. and he says, I don't know who owns that ship. Et il m'a dit, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas à qui est ce bateau. And until I do, you're free to go. Et tant que je ne sais pas à qui il est, ben, tu es libre. So I walked out the door, Donc je suis sorti. and one of my crew said, if I knew you were going to get away with it, I would have been there with you. Et il y a un des membres d'équipage qui m'a dit, mais si j'avais su que tu allais t'en sortir comme ça, je serais resté avec toi. Because sometimes you just have to go for it. Mais parfois, en fait, il faut juste y aller et faire les choses. Which brings us to Iceland. Ce qui nous amène à l'Islande. In 1986, the International Whaling Commission passed a new law En 1986, la Commission baleinière internationale a fait passer une nouvelle loi. making all commercial whaling illegal. Donc, c'est un moratoire qui a rendu toute chasse commerciale à la baleine interdite. That law still is in force today, Ce moratoire est toujours en vigueur aujourd'hui. except nobody's backing it up. Le problème, c'est que personne ne s'assure qu'il est respecté. So since 1986, Japan, Norway, and Iceland have killed 25,000 whales. Donc depuis 1986, le Japon, la Norvège et l'Islande ont tué illégalement 25 000 baleines. Because all of these laws and regulations that governments pass Parce que toutes ces lois, ces traités que les gouvernements font passer, are absolutely meaningless n'ont aucun sens, without enforcement. à moins qu'on mette les moyens pour les faire respecter. So it's up to us as people, as individuals, Donc c'est à nous que revient en tant que citoyens, citoyennes, to enforce that law. de s'assurer que ces lois sont respectées. And the United Nations World Charter for Nature Et la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies allows us to do that. nous autorise à le faire. It says that we, as individuals Cette charte dit que nous, en tant qu'individus, and NGOs, en tant qu'organisation non gouvernementale, we have the right to uphold international nous avons le conservation droit law. de faire respecter les lois de protection de la nature. So in 1986, we sank half of Iceland's whaling Donc en 1986, on a coulé la moitié de la flotte baleinière islandaise. send it to the bottom in Reykjavik Harbor. On l'a envoyé par le fond dans le port de Reykjavik. And we destroyed their whale processing plant. Et on a détruit leur usine de traitement de la viande de baleine. $3 million damage to the plant. 3 millions de dollars de dégâts pour cette usine. Now, of course, we are called names, Alors bien sûr, du coup, on nous traite de certaines choses, criminals, eco-terrorists, des criminels, des écoterroristes. but they didn't charge us. Mais en fait, ils nous ont pas poursuivis. And I wrote to the Icelandic government and say, what are the charges? Et j'ai écrit au gouvernement islandais, je dis, est-ce que vous me poursuivez et sous quelle charge? And there was no answer. J'ai pas eu de réponse. So in January of 1988, Donc en janvier 1986, I flew to Reykjavik j'ai pris l'avion pour Reykjavik to demand to be arrested. pour exiger d'être arrêté. And I was met at the airport by a lot of police Et officers il y avait plein de policiers à l'aéroport pour m'accueillir and the chief immigration officer. et le chef de l'immigration. And the chief immigration officer said, Captain Watson, how long do you intend to stay in Iceland? Et il m'a dit, Captain Watson, combien de temps vous avez l'intention de rester en Islande? I said, I don't know, 5 minutes, 5 days, 5 years. Je lui dis, je sais pas, 5 minutes, 5 jours, 5 ans? You tell me. C'est à vous de me le dire. He said, well, we have to go to interrogation. Il m'a dit, il faut que je vous emmène en interrogatoire. I said, wonderful, sounds like fun. Et super, ça a l'air drôle. We went to interrogation, On a été donc à l'interrogatoire. and they said, are you admitting to sinking these ships? Et ils m'ont dit, est-ce que tu reconnais avoir coulé ces bateaux? I said, yes, and we're going to sink the other two as soon as we can. J'ai dit oui, et puis on coulera les 2 autres dès qu'on aura l'opportunité de le faire. They took me to the airport and put me on a plane Ils m'ont amené à l'aéroport, ils m'ont mis dans un avion, and sent me home et ils m'ont envoyé chez moi. because the minister of justice, Que le ministre de la Justice he said, who the hell does he think he is? avait dit, mais pour qui est-ce qu'il se prend? He comes into our country and demands to be arrested. Il vient dans notre pays et il exige d'être arrêté. Get him out of here. Sortez-moi de là. Why? Pourquoi? Because they knew that to put me on trial Parce qu'il savait que me faire un procès, would be to put Iceland on trial c'était faire un procès à l'Islande for their illegal international crimes. pour leur crime international. So we managed to stop Iceland for a number of years. Donc, je vais juste faire une parenthèse par rapport à ces 2 navires. C'est Oui, hold on, I'm just giving a detail on. Les 2 navires ont été renfloués, hein. Donc ils étaient coulés à quai, ils ont été renfloués, mais ils n'ont jamais pu reprendre la mer. Donc ils sont toujours en train de pourrir sur une plage en Islande. We stopped them in 2007. Donc on a empêché, on a mis un sérieux coup de canif à la chasse baleinière islandaise en 1987. And in 2019. Et en 2019, et en 2019. And then last year we went to Iceland. Et l'année dernière, on a été en Islande. And the day we arrived, the government shut down whaling. Et le jour où on est arrivé, le gouvernement islandais a fait un moratoire sur la chasse baleinière.
with a temporary ban. Un moratoire temporaire. But Christian Lofson, the man who owns these whaling ships, Mais Christian Lofson, qui est l'homme qui est le propriétaire des baleiniers en Islande, and he has said that he is going to continue whaling. il a dit qu'il allait continuer à chasser des baleines. He's the richest and most politically influential person in Iceland. Et la personne en fait la plus riche et la plus influente au niveau politique en Islande. And what he wants, he usually gets. Et ce qu'il veut, en général, il l'obtient. Et je précise qu'il a 80 ans. Because he has the power to take down the government. Parce qu'il a le pouvoir en fait de démanteler le gouvernement islandais. By controlling the Independence Party. Il contrôle le parti indépendant. And he's got the support of the Green Party. Et il a le soutien des Verts en Islande. Because apparently whaling is a cultural tradition that should be protected. Parce que la chasse baleinière est une tradition culturelle qui mérite protection. So he intends to go out this summer. Donc il a l'intention de retourner chasser des baleines cet été. And we're going to do the same thing that we did with the Sierra. Et on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec le Sierra. Is take the risk to stop him. On prendra le risque de l'arrêter. The lives of each and every one of those whales is important. La vie de chacune de ces baleines est importante. And in my eyes, the killing of a whale is murder. Et selon moi, tuer des baleines, c'est un meurtre. Highly intelligent. Ce sont des êtres très intelligents, socially complex, complexes au niveau social. Self-aware sentient beings. Et ce sont des êtres très And conscients. We do not have the intelligence to even understand what they On are. n'a même pas l'intelligence de comprendre ce qu'elles sont. A few years ago, I was debating a Norwegian whaler. Il y a quelques années, je faisais un débat avec un baleinier norvégien. And he said, Watson, you say that whales are more intelligent than people. Et il m'a dit, Watson, tu dis que les baleines sont plus intelligentes que les gens. How can you say something so stupid? Comment est-ce que tu peux dire quelque chose aussi stupide? And I said, because I measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural world. J'ai dit parce que moi je mesure l'intelligence à notre capacité à vivre en harmonie avec le monde naturel. And by that criteria, whales are far more intelligent than we are. Et selon ce critère-là, les baleines sont bien plus intelligentes que nous ne le sommes. And he said, well, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Il m'a dit, mais selon ce critère-là, les cafards sont plus intelligents que nous. I said, George, you're beginning to understand what I'm trying to tell J'ai you. dit, Georges, tu commences à comprendre ce que je veux dire. Yeah. Thank you. Because if we don't learn to live in harmony with all other species, Parce que si on n'apprend pas à vivre en harmonie avec toutes les autres espèces, we're simply not going to survive. on va tout simplement pas survivre. We are part of this world. Nous faisons partie de ce monde. We're not lord and dominant masters of this Nous ne world. sommes pas les maîtres dominateurs du monde. All earthlings are important. Tous les êtres vivants sont importants. We don't live on this planet without bees and trees and worms and fish and whales. On ne vivra pas sur cette planète sans les abeilles, les arbres, les poissons, les baleines. And that's why I've dedicated my life Et c'est pourquoi j'ai dédié ma vie to making sure that the ocean is safe, pour m'assurer que l'océan est sain et sauf. not only for all the creatures that live in the sea, Pas seulement pour toutes les créatures qui vivent dans l'océan, but also for ourselves. mais aussi pour nous-mêmes. Thank you. Merci. Moi, je vais nous rapprocher un petit peu de la France et vous expliquer aussi un peu comment on en vient finalement à dédier sa vie à cette cause-là. Moi, j'ai rencontré le capitaine Paul Watson à Paris en 2005. J'étais encore étudiante à l'époque. Et j'avais en moi cette envie de m'engager pour l'écologie, pour la planète, pour les animaux. C'était surtout l'amour des animaux qui m'a motivée au départ. Et quand j'ai rencontré Paul, Sea Shepherd n'existait pas en France. Paul était très peu connu. On avait donc dans une petite pièce où on était une trentaine de personnes, cette petite conférence improvisée. Et ce jour-là, Paul a tenu un discours finalement très biocentrique, qui replace la vie au centre de tout. En opposition directe avec cette vision anthropocentrique qui détruit le monde, qui consiste à nous placer au sommet du reste, en maître et possesseur de la nature. Ce que j'ai beaucoup apprécié ce jour-là, c'est que je me suis complètement reconnue dans la philosophie, dans la vision du monde, mais aussi dans l'action. C'est-à-dire que pour la première fois, il y avait, je voyais la philosophie couplée
couplée à l'action et la combativité de Paul. Et donc, j'ai reconnu dans Sea Shepherd un outil qui correspondait aussi à mon tempérament. Et du coup, je suis allée le voir à la fin de la petite réunion et je lui ai dit comment est-ce qu'on fait pour s'engager avec vous? Moi, je veux participer. Et donc, il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tu serais prête à risquer ta vie pour une baleine? Et moi, je viens pas d'un milieu ni écologique, ni maritime. Enfin, j'ai grandi loin de la mer, en banlieue parisienne. J'avais jamais vu de baleine de ma vie à ce moment-là. Mais j'avais la conviction profonde que oui, j'étais prête à risquer ma vie pour une baleine, que oui, ça en valait la peine, et que c'était tellement important, ça me faisait tellement vibrer que je ressentais une conviction de ça. Et donc, ça a été rapide. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée sur le bateau. D'abord pour une première mission aux îles Galapagos, et l'hiver d'après, pour ma première mission en Antarctique. C'était la deuxième mission de Sea Shepherd dans le sanctuaire baleinier en Antarctique. Et ça a été une sorte de baptême du feu pour moi, cette mission, parce que, pour vous le faire vite, tout l'objectif de cette mission en Antarctique, qui a duré des années, c'était d'empêcher physiquement les Japonais de tuer des baleines. Et pour faire ça, il fallait qu'on trouve le navire-usine qui est le Nishin Maru, qui est la pièce maîtresse de la flotte baleinière. Il y avait plusieurs bateaux harponneurs qui tuaient les baleines et qui ensuite les ramenaient vers le Nishin Maru, où les baleines étaient montées à bord, elles étaient dépecées et ensuite congelées. Et si une baleine morte n'est pas dépecée et congelée dans les 36 heures, elle devient impropre à la consommation. Donc nous, notre stratégie, c'était de trouver le Nishin Maru et les empêcher de hisser les baleines à bord. Donc nous, à l'époque, on avait un seul bateau. C'était le Farley Moat, c'était un ancien bateau de pêche qui avait 50 ans. Honnêtement, c'était une coquille de noix dans les tempêtes, dans les 40e hurlants. Je me souviens que c'était assez impressionnant. Et du coup, c'était un vrai défi de trouver ce bateau parce qu'on cherchait sur une surface extrêmement étendue. Et on a eu énormément de chance parce qu'on a trouvé le Nishin Maru le lendemain de Noël. Et donc, on le trouve et en plus, c'est un jour de tempête. Il y a une houle de 8 mètres de haut. On est au bout du monde. Il n'y a personne. Il n'y a pas de marine. Il n'y a aucun autre bateau. Il y a nous et lui. Et c'est tout. Et Paul nous dit c'est génial, on lui barre la route. Sauf que le machin, il fait 8000 tonnes. Il est 10 fois plus gros que nous. Et qu'il y a une houle de 8 mètres de haut. Et que notre bateau, c'est une vieille bicoque flottante. Et qu'on sait, on nous le dit très clairement, que quand le Nishin Maru va nous percuter, ça va nous couper en deux et on va couler à pic. Et donc, on est tous dans nos combis de survie, pour la forme. Parce qu'en fait, on a quelques secondes d'espérance de vie, très clairement. Mais Paul nous explique qu'en fait, si on recule, autant rentrer chez nous. Quand on dit on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines, c'est pas quelque chose qu'on dit à la légère. Ça peut pas être un slogan. Ça peut pas. C'est pas du marketing. Quand on dit quelque chose comme ça, c'est qu'on est prêt à le faire. Et donc, quand le moment vient d'y être confronté, il faut l'assurer. Sinon, il ne faut pas le dire. Et donc, pour nous, ça a été très intéressant. Pour moi, ça a été très formateur parce que je me souviens très bien que quand le premier officier vient nous voir et il nous dit « collision dans 2 minutes », pour vous, c'est fini. En fait, on entendait juste la sirène avec la voix enregistrée du Nishin Maru qui nous disait « dégagez, dégagez, vous êtes dans notre trajectoire, cette collision, dégagez ». Et c'est tout. Et en fait, on se dit « c'est la fin, c'est fini ». Et je me souviens que la pensée m'a traversée de me dire c'est quand même plus simple de signer des pétitions. Ouais, un peu moins engageant. Mais la pensée m'a traversée aussi de me dire, c'est plus qu'une pensée, c'est un sentiment, une sensation de le vivre vraiment dans sa chair, de se dire, c'est fini, je ne reverrai pas les gens que j'aime, c'est terminé. Et c'est là que ça s'arrête. Pour nous tous, c'est là que ça s'arrête. Et pour moi, ça a été un élément fondateur pour la suite, parce que même si j'ai eu peur, on a tous eu peur, il n'y a aucun autre endroit au monde où j'avais envie d'être que précisément à cet endroit-là.
parce que pour moi, c'était tellement vrai et ça valait tellement la peine que j'ai pas eu de regrets. Et donc, ça a été le test ultime, en fait. Parce que de dire, quand on est à Paris, oui, je suis prête à risquer ma vie, c'est une chose. Mais en fait, même moi-même, je pouvais pas savoir, en réalité, si j'irais au bout ou pas, et surtout comment je le vivrais. Et donc voilà, je raconte cette histoire parce que le capitaine du Nishinmaru a viré de bord à la dernière minute, et donc nous a épargnés. Et parce qu'en fait, ce qui est important à avoir à l'esprit aussi, c'est que, pour resituer le contexte, on est dans un sanctuaire baleinier international qui est violé chaque année par le Japon, qui a été d'ailleurs condamné quelques années plus tard par le tribunal international de La Haye pour chasse illégale. Nous étions 45 à bord, 23 nationalités différentes. Donc il faut imaginer le scandale diplomatique international que ça aurait été pour le Japon, d'avoir tué 45 activistes qui essayent finalement de faire respecter un sanctuaire baleinier international. Et moi, ce qui m'a énormément choquée à ce moment-là aussi, c'est de me dire, donc on est en fait dans un sanctuaire baleinier international, qui était une initiative française en plus, et on est les seuls à essayer de faire respecter ce sanctuaire. Et donc là, toutes les baleines qu'on voit qui sont en train de fuir pour leur vie, il n'y a que nous qui sommes là pour les défendre. Comment est-ce possible? Et à l'époque, je me souviens, on avait vraiment eu beaucoup de mal à lever les fonds pour faire cette campagne. La campagne de chasse baleinière, c'est de décembre à mars, donc 4 mois. Et on avait de quoi payer 2 mois de carburant. Donc on avait coupé le chauffage pour gratter 1 semaine de plus sur le terrain. Et au bout de 2 mois, on avait dû rentrer. Et je me souviens qu'il y avait des membres d'équipage qui en pleuraient, en fait. Parce que finalement, on laissait les baleines seules face aux baleiniers parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le carburant. Et donc, quand je suis rentrée en France après cette campagne, je me suis dit, il faut qu'on crée Sea Shepherd en France, il faut qu'on lève des fonds, il faut qu'on fasse savoir aux gens ce qui se passe en mer, parce que c'est pas normal que voilà, on ait des gens qui soient prêts comme ça à tout donner, à tout risquer, et parce qu'on n'a pas les fonds, on peut pas aller au bout des campagnes. Et du coup, on a créé Sea Shepherd en France en novembre 2006, où je pensais que ça resterait quelque chose de très petit, et puis finalement, ça s'est extrêmement bien développé. J'ai été agréablement surprise de voir qu'en fait, dans le grand public français, il y a un écho énorme pour le genre d'action de Sea Shepherd, pour cet ADN qui fait la particularité de Sea Shepherd. Surtout que sur le mouvement écologiste en France, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'est il y a 19 ans, c'était extrêmement timoré. On avait du mal à rassembler quelques personnes pour faire des manifs, quelques pétitions, mais voilà, c'était compliqué. Il n'y avait pas grand monde qui allait vraiment au charbon. Par rapport à des pays comme l'Angleterre, par exemple, où cet activisme à l'anglo-saxonne qui est beaucoup plus combatif qu'en France, nous, on n'était pas là-dedans du tout. Et donc, je m'étais dit qu'en fait, on allait être vus comme des extraterrestres et que ça allait rester complètement embryonnaire. Et en fait, pas du tout. Et ça, c'est vraiment très, très rassurant et très motivant. Et notamment parce que c'est un élément que je n'avais pas à l'époque, dont j'ai pris conscience au fur et à mesure, parce que la France est une pierre angulaire quand il s'agit de la protection de l'océan. Vraiment, l'océan devrait être une grande cause nationale en France, parce qu'on a la 2e surface maritime mondiale. Plus de 11 millions de kilomètres carrés d'océan sous la juridiction française. Donc imaginez cette responsabilité. On devrait être la locomotive, en fait. On devrait inspirer tout le monde. Et en fait, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même très, très, très déconnecté de l'océan. Et je le cite souvent, je vais le citer encore aujourd'hui, parce que je trouve qu'il résume très bien la problématique. C'est ce que disait Éric Tabarly, célèbre navigateur, qui disait... Pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leur serviette de bain sur la plage. Et c'est ça qui est terrible, parce que, en fait, on a à la fois une énorme responsabilité et en même temps une énorme déconnexion. Et ça s'est révélé à moi de manière très, très violente quand on a commencé à faire de la campagne contre les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, dont vous avez sans doute entendu parler, parce qu'en plus il y a eu beaucoup de médiatisation sur le sujet dernièrement, parce qu'on a réussi à obtenir 1 mois de fermeture dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins. Et donc en 2018, quand on a commencé cette mission, je m'étais dit, en fait... on va exposer les cadavres de dauphins qu'on trouve en mer, on va les exposer dans les centres-villes, on va montrer aux gens ce qui se passe. Et on va leur dire qu'en fait, il y en a des milliers comme ça qui meurent en mer à cause des engins de pêche,
à cause de notre appétit en poisson, parce qu'on pêche n'importe comment, et qu'on fait n'importe quoi. Et du coup, on a commencé par La Rochelle, je me souviens, qui est une ville côtière, sur le Vieux-Port. Voilà. Donc un dauphin qu'on a trouvé au large de La Rochelle, vraiment pas loin, hein, qu'on a ramené et qu'on a exposé et qu'on a parlé aux gens, leur dire voilà. Et là, il y a plein de gens qui nous disaient mais il n'y a pas de dauphin en France. Et là, je me suis dit ah ouais d'accord, on part de très 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 loin. C'est terrible parce qu'en fait, faut avoir à l'esprit que on était en plus sur un sujet sur lequel il y avait une omerta totale, avec un déni total du monde de la pêche. Non, c'est les tempêtes qui tuent les dauphins, c'est pas nous. Avec quand même un lobby qui a l'oreille attentive du gouvernement, le lobby de la pêche. Il y a un gros pouvoir de nuisance quand même. Et de l'autre côté, on a des citoyens et des citoyennes qui savent même pas qu'il y a des dauphins en France. Bon, c'est mal barré. C'est mal barré parce que le politique, très clairement, il va rester dans sa zone de confort. Il va surtout pas prendre le risque de mettre en colère ceux qui peuvent vraiment l'emmerder, sachant qu'en plus, de l'autre côté, les gens qui votent pour eux, ils sont même pas au courant. Et donc, c'est là que nous, on a joué un rôle fondamental de lanceur d'alerte sur le sujet. Et ce qu'on a réussi à faire, au terme de plusieurs années de mobilisation, c'est d'en faire un sujet médiatique dont l'opinion publique s'est emparée. Et ça a changé la donne. Et on a bien vu que ça a changé la donne même au tribunal, parce qu'on a fait plusieurs recours au tribunal pour obtenir des mesures d'urgence pour sauver les dauphins. Et à chaque fois, on nous répondait « Ah non, pas possible, ça va coûter trop cher ». Et en fait, donc on a réussi l'année dernière à enfin obtenir cette décision du Conseil d'État, qui a obligé l'application des mesures scientifiques, c'est-à-dire de fermer des zones de pêche sur des temps temporaires. C'est des mesures d'urgence. Hein. Après, l'objectif, il est de trouver des mesures pérennes. Mais parce que là, on sait en plus qu'un mois ne va pas suffire. En fait, les scientifiques disent qu'il faudrait 4 mois. Donc 4 mois de fermeture du golfe de Gascogne pour tous les chalutiers et les fileyeurs. Bon, on a plein de pêcheurs qui nous disent tout de suite mais nous, on va mourir, c'est pas possible. Donc, mais pourquoi on en est là ? On en est là parce que depuis des années, on dit qu'il faut qu'on se mette autour de la table avec les scientifiques, les ONG, les pêcheurs, qu'on trouve des solutions. On est face à des pêcheurs qui nous disent non, il n'y a pas de problème, c'est les tempêtes, arrêtez de nous emmerder. Donc, ils se sont enfermés dans ce déni-là, qui fait que d'année en année, il y a eu de plus en plus de dauphins qui sont morts, et on est arrivé à une situation critique où finalement, le Conseil d'État a dit bon, on ferme. Et là où je voulais en venir, c'est que lors de l'audience de février dernier au Conseil d'État, la rapporteure publique a commencé son exposé en disant « Nous sommes sur un sujet qui est devenu hautement médiatique et qui est très suivi par l'opinion publique. » Et ça a changé l'issue, très clairement. Et donc c'est pour ça que c'est fondamental aussi, ce travail qu'on fait, cette mobilisation des citoyens et des citoyennes. Et donc c'est quelque chose qu'on fait sur les captures de dauphins, où à mon sens, c'est une campagne qui est fondamentale parce que je pense que c'est une bataille qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Dans le sens où on a 2 atouts majeurs. C'est qu'on part d'une espèce qui est très charismatique. Les dauphins, il y a un très grand capital sympathie. Et ça se passe sur le pas de notre porte. Donc c'est hyper concret. Il y a quand même plein de gens aujourd'hui qui nous écrivent je me baladais avec mon gamin sur la plage, on est tombé sur un cadavre de dauphin. Voilà, c'est là, c'est chez nous. Et donc, si avec ça, on n'y arrive pas, c'est foutu pour le reste. On ne va pas pouvoir sauver les espèces de poissons dont tout le monde se fiche éperdument, toutes ces sardines qui sont pêchées hors quota, en dessous de la taille de reproduction, ça parle à personne. Tous ces requins-renards qui sont menacés, interdits de capture ciblée et qui sont vendus en toute légalité par milliers sur les étals des poissonneries. Qui est au courant de ça ? J'en parlais l'année dernière avec Hervé Bervine, secrétaire général de la mer, et il n'était même pas au courant. Donc il y a plein d'aberrations comme ça sur lesquelles il est fondamental qu'on réussisse à alerter l'opinion publique. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, avec une espèce comme les dauphins, c'est que ça met la lumière sur des enjeux qui sont en fait beaucoup plus vastes que ça. Réussir à préserver les dauphins, c'est réussir à préserver leur habitat. Et si on préserve leur habitat, on préserve tout un écosystème. Et donc toutes ces espèces pour lesquelles c'est tellement difficile de toucher le cœur des gens. Parce que c'est de ça dont il s'agit finalement. Il s'agit de toucher le cœur des gens. Et quand Paul explique que l'océan, c'est nous, ça revient aussi à cette nécessité de recréer ce lien, ce contact, où on s'est complètement détourné de la mer. La principale relation qu'ont les gens avec les habitants du milieu marin, aujourd'hui,
c'est le poisson mort qui est dans les assiettes, qui parfois ressemble même pas à du poisson d'ailleurs, quand c'est du surimi ou du poisson pané. Et donc c'est ça qui est terrible. Et donc voilà notre objectif. Moi, je pense que si on devait résumer, aller finalement à la finalité de tout ça, de tout ce qu'on fait, à travers toutes ces campagnes, à travers toutes ces stratégies, finalement, c'est juste de recréer ce lien. Parfois, les gens nous disent, mais alors, c'est quoi la pire menace qui pèse sur l'océan? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour changer la donne? En fait, il y en a plein des menaces. La première, c'est la surpêche, très clairement. C'est le poisson qui est dans nos assiettes. D'ailleurs, c'est la première cause de mortalité des baleines et des mammifères marins aujourd'hui. Hein. C'est les filets de pêche. Hein. C'est pas les harpons explosifs. Même s'il faut faire taire les harpons explosifs pour toujours, clairement, le poisson qui est dans nos assiettes est la première cause de mortalité des mammifères marins. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le changement climatique, l'acidification de l'océan, la pollution sonore, la pollution chimique, les zones mortes liées au rejet de l'agriculture, la pollution plastique évidemment. Et tout ça finalement, ça découle de quoi? Si on va à la base du problème, ça découle du fait qu'on est complètement déconnecté de l'océan. Parce qu'à partir du moment où on recrée ce lien, à partir du moment où on ouvre son cœur à l'océan, tout ça, ça nous paraît aberrant. Il y a plein de choses en fait qu'on arrêterait de facto. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on continuera toujours à trouver des excuses ou à minimiser ou à nier les évidences. Et donc voilà, c'est à la fois, on est dans une question de survie qui est double, c'est-à-dire qu'il y a la survie biologique, comme l'expliquait bien Paul, l'océan, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est le premier puits de carbone de cette planète, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être vivants et conscients, c'est ce qui maintient nos âmes vivantes aussi, c'est ce qui donne un sens aussi à tout ça. Et c'est pas pour rien que ce à quoi on pense quand on parle de beauté universelle, souvent c'est les couchers de soleil face à la mer. C'est pas pour rien que Baudelaire disait que l'homme libre toujours chérira la mer. C'est quelque chose de fondamental. Et donc il y a tout ça qui est lié. Donc si l'océan meurt, nous mourrons à tous les niveaux, physiquement mais aussi au niveau de nos âmes. Donc voilà, nous c'est vraiment ce challenge-là qu'on essaye de travailler, et à travers toutes ces campagnes, c'est finalement de vous toucher et de vous raconter des histoires. Et comme le dit Paul aussi, une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. Et le but, c'est vraiment d'interpeller, de faire réfléchir et de toucher. Et après, chacun s'engage à sa façon. Mais pour ça, il faut qu'on s'éveille. Et donc, c'est le moyen qu'on a trouvé d'essayer de nous éveiller. Suffisamment d'entre nous. On n'y arrivera pas tous, mais en tout cas, si suffisamment d'entre nous s'éveillent, là, on pourra faire bouger les lignes. Et ça ne viendra pas des gouvernements, ça viendra de nous. Très clairement. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les campagnes qu'on fait à l'heure actuelle. On va rester assez généraliste, et puis peut-être qu'on va passer plutôt à des échanges, questions-réponses pour voir un peu où va la suite de la discussion. Merci. Merci à vous deux. Alors, la parole est donc à la salle. Merci de lever bien haut les bras. On va être deux pour vous repérer et pour vous distribuer les micros. Merci de faire court pour que tout le monde puisse s'exprimer et leur laisser le temps de répondre. Donc là et après. Une question qu'on a sûrement dû vous poser beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre dans vos campagnes si on n'a aucune expérience? En fait, c'est surtout une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que, et j'en ai conscience, j'en parlais hier, je pense qu'on a un formulaire de candidature en ligne qui est un peu effrayant. Ouais, parce qu'on liste tout un tas de compétences maritimes, vidéo, biologie, etc. Et en fait, tout ça, c'est des plus, mais c'est absolument pas des indispensables. Et autant sur les bateaux, parce qu'on a des campagnes sur les bateaux, mais on a aussi des campagnes à terre sur les plages, on apprend tout ça.
Moi, quand j'ai commencé, j'ai aucune expérience maritime. Vraiment, j'ai appris sur le tas. Et on peut acquérir certaines compétences. Par contre, l'état d'esprit, la passion et le courage, si tu l'as pas, quand tu postules, ça va être compliqué. Donc, pour nous, c'est ça qui est le plus important. Et le temps de disponible aussi. Parce que, effectivement, si tu viens et que tu n'as aucune expérience et qu'il faut te former surtout, il faut avoir un peu plus de temps. Après, encore une fois, c'est très variable en fonction des campagnes, parce que par exemple sur Dolphin by Catch, sur les patrouilles de plage qu'on fait, t'as pas de nécessité, il faut juste que tu comprennes un peu l'enjeu, la stratégie, et voilà, t'as pas besoin d'être là pendant 3 mois pour cerner la chose. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit, et vraiment ce qu'on privilégie, et pour le coup ce qui est non négociable, c'est juste ton état d'esprit, ton envie, et d'être là pour les bonnes raisons. Voilà, de ne pas oublier qu'on est toujours au service d'une cause qui nous dépasse. Qu'on ne fait pas ça parce qu'on a besoin d'exister. On fait ça parce que c'est la chose juste à faire, et parce qu'on ne conçoit pas de ne pas être actif, en fait. Et qu'on a le sentiment que c'est une forme d'engagement qui nous correspond. Voilà. Et il y a des profils très, très, très différents, hein. Mais donc voilà, faut pas s'auto-censurer, vraiment. Et en plus, on a toujours des besoins, parce qu'on a beaucoup de vétérans, mais c'est important aussi d'avoir du sang neuf et d'avoir des nouvelles personnes. Et donc, faut oser candidater, même si tu coches aucune case. Since I established Sea Shepherd 45 years ago, Depuis que j'ai créé Sea Shepherd il y a 45 ans, we've had about 7,000 volunteers. on a eu à peu près 7000 bénévoles. And I would say 60% of them had never been to sea before. Et à peu près 60% d'entre eux n'avaient jamais été en mer avant. It's good to have people who have this experience, Donc c'est bien d'avoir des gens qui ont de l'expérience maritime, but it's more important to have people who have the 3 virtues that make success possible. mais c'est encore plus important d'avoir des gens qui ont ces 3 vertus qui nous permettent d'être victorieux. Passion, imagination, and courage. La passion, l'imagination et le courage. I could not pay professionals to do Je ne pourrais pas payer des professionnels pour faire what these volunteers have done over the years. ce que des bénévoles ont fait pendant toutes ces années. Alors, en première, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vraiment. Vous êtes vraiment des héros et je vous aime beaucoup. Alors, je voulais poser une question. Je voulais poser la question, la réduction de l'utilisation des pailles en plastique qui ne représentent que 0,03% du plastique dans les océans est souvent recommandée pour protéger la vie marine. Pourtant, l'impact bien plus conséquent de l'agriculture et de la pêche en termes de destruction de la vie marine, de pollution plastique due aux filets de pêche et de pollution par le méthane dans l'aquaculture est moins discuté. Pourquoi pensez-vous que cela soit le cas? Et quelle serait notre excuse pour continuer à soutenir cela en payant pour des produits animaux? The single greatest contributor to dead zones in the ocean La première cause, et de loin, de la création de zones mortes dans l'océan, the single greatest contributor to groundwater pollution, la plus grande cause de pollution des nappes phréatiques, and the single greatest contributor to greenhouse gas emissions et la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, is the factory farming of animals. c'est les fermes industrielles d'animaux. The slaughter of 90 billion animals every year. Le massacre de 90 milliards d'animaux chaque année. And 40% of the fish that's taken from the ocean Et 40% des poissons qui sont pêchés dans l'océan, is turned into fish meal to feed these animals. en fait, est transformé en farine animale pour nourrir ces animaux de ferme. So we created a world where chickens eat more fish than all the puffins and albatrosses on the Donc on a planet. créé un monde où les poulets d'élevage mangent plus de poissons que les macareux et les albatros du And monde. pigs eat more fish than all the sharks in the North Atlantic. Et les cochons d'élevage mangent plus de poissons que tous les requins de l'Atlantique Nord. And that's a world out of balance. Et c'est un monde complètement déséquilibré.
Now, I saw last week selling a paper straw, Donc j'ai vu la semaine dernière, what did you say? a paper straw, Ah, une paille en papier. and it came in a plastic bag. Et elle était enrobée dans du plastique. What they're doing, that's a distraction. En fait, ce qu'ils font, c'est de la distraction. They don't want to talk about the majority of the plastic in the ocean. En fait, ils veulent pas parler de la première source de plastique dans l'océan. Comes from fishing gear. Et ça vient des engins de pêche. They don't want to talk about the real Ils problems. veulent pas parler des vrais problèmes. They want to say if you use a plastic straw, well, you're the problem. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est que si vous utilisez une paille en plastique, bah, vous faites partie du problème. They're always going to try and put it on the individual. En fait, ils vont toujours essayer aussi de mettre la faute sur les individus. Because each and every one of us, Parce que chacun d'entre nous, we're hypocrites. en fait, on est tous des hypocrites. We don't have any choice. En fait, on n'a pas le choix. We're raised in a society that tells us to be hypocrites. Et on est élevé dans une société qui nous pousse à être hypocrites. And not to think about the ecological damage that we cause. Et à ne pas penser aux dommages écologiques dont on est responsable. So they talk about your car being polluting, Donc, ils vous parlent de votre voiture qui pollue. but each week a ship from China Mais chaque semaine, il y a un bateau qui vient de Chine, comes to Seattle, qui va à Seattle. and that one ship Et ce seul navire burns more diesel fuel brûle plus de diesel, de carburant, than every single car in France in a week. que toutes les voitures en France pendant une semaine. And what is that ship hauling? Et qu'est-ce que ce bateau transporte? Plastic junk for Walmart. Des trucs en plastique pour Walmart, c'est une sorte de Lidl Price aux États-Unis. So we have to recognize where the real problem is. Donc il faut qu'on reconnaisse quel est le vrai problème. And it's the corporations and the governments that support those C'est toutes ces corporations. multinationales et tous ces gouvernements qui finalement bossent pour ces multinationales, They don't want to solve the problem. They Qui- just want to make money off qui of it. veulent pas résoudre le problème, qui veulent juste se faire de l'argent. Mais juste pour rebondir là-dessus, c'est beaucoup plus facile de faire passer une mesure qui dit aux gens arrêtez avec les pailles en plastique à usage unique que de dire aux gens bah, peut-être que le poisson qui est dans vos assiettes est un problème. On est beaucoup plus facilement prêt à renoncer à boire avec une paille en plastique qu'à renoncer à manger du poisson. Donc il y a aussi des mesures qui sont... Les politiciens n'ont pas envie de prendre des mesures impopulaires. Donc eux, ils sont dans une logique électoraliste. La seule chose qui fera que ça bougera, c'est que en tant que homme ou femme politique, ils se rendent compte que c'est dans l'intérêt de leur carrière d'imposer certaines règles, parce que ça viendra de la base, ça viendra de nous. Il ne faudra pas s'attendre à ce que, au niveau du gouvernement, d'un seul coup, il y ait des convictions profondes et un courage politique qui se mettent en place. Ça n'arrivera jamais. Donc c'est de nous que ça doit venir. Je suis au courant des déforestations de l'élevage des animaux terrestres, mais aussi de l'élevage des poissons. Et à l'école, on dit des trucs qu'il faut faire le tri, prendre le vélo, alors que en nutrition, on dit de manger des produits d'origine animale comme poisson, viande, œufs, lait, poisson. Et en fait, ça, c'est parce que c'est juste pour les lobbies tous les produits d'origine animale qui disent la propagande. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens voient ce qui se passe, et aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens ils arrêtent d'en consommer. Effectivement, c'est vrai que le lobby de la viande est très 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 puissant. On parlait du lobby de la pêche, le lobby de la viande, qui intervient même dans les écoles. Et je pense que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça ne bougera que si ça vient des gens. Et pour ça, je pense qu'il faut aussi, ça demande un certain courage. C'est-à-dire que la question du fait de manger des animaux, elle est forcément polémique.
C'est rare, hein, les organisations comme Sea Shepherd qui se revendiquent végétaliennes. Tous nos bateaux sont véganes, toutes nos campagnes sont véganes, nos événements sont véganes. Après, on est ouvert vraiment à tout le monde, hein, c'est-à-dire que quand on remplit un formulaire de candidature, on vous demande pas si vous mangez de la viande ou du poisson. Moi, d'ailleurs, quand j'ai rejoint, je mangeais encore de la viande et du poisson. Pourtant, j'aimais les animaux. Mais c'est une question qui est très épineuse. Et donc, à la fois au niveau politique, on n'ose pas le faire, mais même au niveau des organisations, en fait, des ONG ou des associations, on n'a pas envie de froisser les potentiels donateurs, donc on va pas trop donner de leçons là-dessus. D'ailleurs, nous, on donne pas de leçons là-dessus. Par contre, on tourne pas autour du pot. Et par exemple, quand on nous demande comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible pour l'océan, comment est-ce qu'on peut avoir un impact, avant même de dire faites un don à Sea Shepherd France, parce qu'on ne vit que de dons, toutes nos missions elles sont financées par les dons. Avant même ça, en fait, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est posez-vous la question de savoir si le poisson qui est dans votre assiette est une nécessité vitale ou pas. Parce que s'il ne l'est pas, le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan, c'est de lui laisser ce poisson. Parce que c'est un poisson qui, à la fois, joue un rôle dans l'écosystème marin qui est fondamental, mais aussi parce qu'il y a des effets en cascade. Par exemple, 70% des oiseaux marins ont disparu du fait de la surpêche, soit parce qu'ils sont capturés par les engins de pêche, soit parce qu'en fait la compétition est trop rude avec les bateaux de pêche et qu'ils doivent aller beaucoup plus longtemps en mer, pêcher beaucoup plus longtemps, beaucoup plus loin, et du coup qui s'épuisent. Donc en fait on est en compétition avec des prédateurs marins qui eux n'ont pas d'alternative alimentaire. Et que sur une planète avec 8 milliards d'êtres humains, c'est pas possible en fait de manger du poisson dans les proportions dans lesquelles on en mange. Et cette consommation en plus elle a plus que doublé en 50 ans. Et donc ça, c'est pas forcément un discours qui est facile à tenir, notamment en France, parce qu'en France, c'est quand même le pays de la gastronomie très très basée sur la charcuterie, les produits laitiers, et donc l'alimentation végane en France, ça change hein, maintenant, mais aujourd'hui, on vous regarde plus avec des yeux ronds quand vous dites que vous êtes végétarien dans un restaurant, encore qu'on peut encore vous proposer du saumon. C'est souvent le cas. Donc là, il faut expliquer que les poissons sont des animaux, pas des plantes. Mais ouais, quand même, on part de loin. Bah ouais, c'est très difficile. Hein, et ça fait partie du problème, en fait. Hein, parce qu'on ne considère pas les poissons comme des individus, comme des animaux. On fixe les quotas de pêche en tonnes, on parle de stock. Et tout ça, ça contribue aussi à complètement désensibiliser et décomplexer à la fois la surpêche, mais aussi le fait de manger ces animaux. Et donc... tout ça pour dire que comment faire je pense qu'il faut que chacun se pose les bonnes questions et affronte aussi sa propre hypocrisie, sa dissonance cognitive. Moi, je fais pas de jugement parce que j'ai longtemps été dans la peau de celles qui aiment les animaux mais qui continuent à les manger et à qui on peut faire la leçon. Et je sais que ça marche pas. Par contre, ce que je sais, c'est que à partir du moment où je me suis sentie profondément hypocrite parce que j'ai conscience de ce qui se passe et que par faiblesse, par habitude, par égoïsme aussi parce qu'on aime le goût, je continue à manger des animaux, ça m'est paru d'une hypocrisie telle que ce jour-là, j'ai vraiment arrêté d'en manger. Mais c'était quelque chose de personnel. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est effectivement des choix individuels, mais qui ont un impact collectif. Parce que comme le disait Paul tout à l'heure, première source de pollution des nappes phréatiques, d'émissions de gaz à effet de serre, de destruction de la biodiversité, hein, je le rappelle, parce qu'aujourd'hui, tous ces espaces sauvages qu'on détruit pour faire place à l'élevage, pour faire place au soja qui va servir à nourrir les animaux de ferme, tout ça, c'est pour les animaux qui sont dans nos assiettes, en fait. Et donc, quand on sait ça, à un moment donné, si vraiment on se dit que cette dissonance cognitive, le fait de savoir qu'on fait partie d'un système, qu'on entretient un système qui détruit le monde, qui avilit aussi les êtres humains, qu'en fait ça ne nous correspond plus, on saute le pas. Mais voilà, c'est un cheminement personnel et je pense encore une fois que ça ne viendra pas des politiques. C'est-à-dire que je crois qu'il a fallu vraiment batailler pour imposer un repas végétarien par semaine dans les écoles. Et voilà, et on a vraiment une industrie de la viande qui est très très puissante. Là, ils ont réussi à faire interdire l'appellation steak végétarien. Bon. Et donc, encore une fois, c'est de nous que viendra le changement. C'est voilà ce que je peux dire là-dessus.
Thank you. Merci. Alors, en parlant de ces déconnexions de l'océan, malgré les promesses de restriction, la France a acheté et a lancé le plus grand chalutier pélagique capable de capturer 400 000 kilos de poissons par jour en violation des engagements environnementaux. C'est vraiment une atrocité. Face à cette contradiction et aux dégâts océaniques qu'elle provoque, comment on peut combattre ce complexe de suprématie humaine qui a construit cette atrocité et toutes les autres atrocités dans l'industrie de pêche? Et quelles actions juridiques et civiles pouvons-nous engager pour contrer cette menace au-delà du boycott individuel par le véganisme, de notre militantisme pour les animaux et du soutien de Sea Shepherd? Merci beaucoup. Oui, donc vous parlez du Anila Silina qui est actuellement donc utilisé par la compagnie des pêches de Saint-Malo, qui est donc le plus grand navire du monde, hein, il fait 143 mètres. Bon, c'est un mastodonte. Quand on connaît en plus l'histoire de ce navire, c'est un navire qui a été condamné pour activité de pêche illégale. Bon, on n'est pas du tout content de le voir arriver en France. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique la semaine dernière parce qu'on a voulu ramener notre bateau dans le port de Saint-Malo. Faire des visites du grand public, justement parce qu'on vient de terminer une campagne sur les chalutiers géants. Et au départ, on a eu un quai public qui nous a été proposé. Et finalement, le lendemain, on a un message qui nous dit que le sous-préfet de Saint-Malo ne veut pas que Sea Shepherd soit dans un quai public. Et donc, il nous donne une place tout au fond du port, au niveau commercial, non accessible au public. Pourquoi ? Parce que la compagnie des pêches de Saint-Malo ne voit pas du tout d'un très bon œil de voir un bateau de Sea Shepherd qui revient d'une campagne sur les super trawlers. En plus, le navire dont vous parlez, on l'avait filmé en mer 3 jours auparavant. Et donc voilà. Sur cette question des super trawlers, il y a une problématique. Souvent, en fait, c'est beaucoup des bateaux qui appartiennent à des multinationales néerlandaises. Hein, c'est eux qui tiennent l'essentiel du marché. Et le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients à l'Union européenne. Et un des inconvénients, c'est que on ne peut pas, même si on veut, leur refuser l'accès aux eaux territoriales françaises. On n'a pas le droit. On est obligé d'accepter ces bateaux-là. Et il y a un vrai manque de transparence et d'études scientifiques sur l'impact de ces navires. C'est-à-dire quand on voit que sur une seule relevée de chalut, ils sont capables de capturer l'équivalent de la nourriture de 30 000 phoques. Nous, on les a filmés au large de Boulogne-sur-Mer en décembre dernier. Ils étaient plus d'une dizaine, mais vraiment à 10 km de la côte, qui pêchaient nuit et jour. Nuit et jour, un vrai carnage. Y compris dans les AMP, donc les aires marines protégées. Et c'est légal. Et le bateau en question dont vous parlez, donc lui, il pêche surtout pour du surimi. Donc c'est ces bâtonnets qui ont un goût artificiel de crabe, parce que voilà, ce sont des produits qu'on a développés ces dernières années et qui plaisent au grand public. Je pense que la majorité des gens qui mangent des surimi n'ont pas idée de l'impact. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça fait le lien avec les captures de dauphins. C'est que ces navires-là, ils pêchent énormément de poissons qui sont des poissons proies des dauphins. Donc en fait, ils affament les dauphins. Et du coup, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les dauphins se sont rapprochés des côtes ces dernières années. Et près des côtes, il y a énormément de petits bateaux côtiers qui posent des filets, des milliers de kilomètres de filets mis bout à bout, et qui capturent donc les dauphins. Et donc en fait, c'est comme si les dauphins se retrouvaient face à un dilemme insolvable, c'est-à-dire insoluble. Ils sont au large, ils n'ont plus suffisamment à manger, parce qu'il y a les chalutiers géants qui surpêchent leur nourriture, et près de la côte, ils se font capturer dans les engins de pêche. Et donc tout ça c'est lié. Et tout ça, ça nous ramène encore une fois à la surconsommation de poissons. Maintenant, la question, comment est-ce qu'on fait, à part boycotter ce que ramènent ces bateaux-là, c'est des combats de longue haleine, je pense, parce qu'on part de très très loin, qu'il y a beaucoup de désinformation ou très peu d'informations. Même dans les écoles, ça devrait être enseigné en fait tout ça. Même dans les lycées maritimes. Et en fait, on se rend bien compte quand même au niveau de l'éducation nationale, le job n'est pas fait.
au niveau même des médias, le job n'est pas fait. Ça commence à changer un petit peu, mais on est encore très 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 loin du compte. Il y a tellement de choses qui se passent qui, en fait, si les gens en avaient conscience, peut-être que ça bougerait. Mais donc là encore, nous, en fait, on joue notre rôle, on fait notre part, et après, c'est à tout à chacun aussi de s'emparer du sujet. Déjà, merci pour cette intervention. Moi, j'avais juste une question pour essayer de clarifier quelque chose. Tout ce qui sont les labels pêche durable, ce genre de petites pastilles qu'on a sur des boîtes de thon, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est de la merde? C'est du grand n'importe quoi. Non, mais je pense que c'est important de le savoir quand même. On a un exemple quand même. Une fois au Galapagos, on avait pris en flagrant délit un thonier qui pêchait pour une entreprise qui avait le label Dolphin Safe, qui a tué 45 dauphins pour pêcher 8 thons. Et très clairement, les labels, même le Marine Stewardship Council, quand on voit le genre de navire, le genre de pêche qu'il cautionne, bon, c'est une fumisterie. En fait, les labels, ça répond à un nouveau marché, qui est le marché de la bonne conscience. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui se rendent compte quand même qu'il y a un problème, qui sont pas prêts à arrêter de manger du poisson, ce que je peux comprendre, et qui du coup se disent moi je veux continuer à manger du poisson, mais j'ai pas envie que ça contribue à détruire l'océan, donc je vais me rabattre sur des poissons pêchés durablement. Et donc là, les labels se sont engouffrés là-dedans, et c'est un énorme business. Il y a absolument aucun contrôle digne de ce nom, et puis surtout il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition de la pêche durable. C'est vraiment une grosse fumisterie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je recommande le film Seaspiracy, sans vouloir faire de la pub pour Netflix, mais il est sur Netflix. Et il parle vraiment très très bien de ça, avec des interviews justement de responsables de firmes de labels. Et bon voilà, c'est sans appel. En fait, juste pour finir, c'est qu'il y a une équation insoluble, c'est-à-dire qu'on est trop nombreux pour manger du poisson. Et donc, il y a suffisamment de poissons pour les besoins de subsistance. Donc, les besoins de subsistance, c'est quoi? C'est les dauphins, c'est les oiseaux marins, et puis c'est certains êtres humains. Il y a certains êtres humains qui ont des besoins de subsistance dans certains pays, notamment des pays en Afrique. Pour eux, les poissons, c'est une question de vie ou de mort. Et il y a largement assez de poissons pour ces gens-là. Le problème, c'est cette écrasante majorité de gens qui vont manger des poissons sans même y penser, qui vont s'envoyer des surémis, et qui vont pas faire de différence entre le fait de manger du poisson ou manger une feuille de salade. C'est pareil. Et qui sont dans des habitudes. La mode des sushis aussi a fait beaucoup de mal. Et voilà, c'est ce manque de conscience-là. Et c'est, par exemple, en France, on mange plus de poissons que la moyenne mondiale. Et on importe plus de 80% du poisson qu'on consomme. Parce que, en fait, nos côtes, elles peuvent pas répondre à la demande en poisson. Mais qui pense à ça? Parce qu'il y a du poisson sur les étals des poissonneries et les gens, ils se posent pas de questions. François Sarano, de l'association Longitude, enfin, je ne me rappelle jamais du chiffre, c'est un ancien de la fondation de l'équipe Cousteau, et il a étudié pendant des années, là, il étudie les cachalots, et il intervient en France à l'île de la Réunion pour sauver les requins, et il a été menacé physiquement à plusieurs reprises par le lobby des surfeurs. Et deuxième chose, très rapidement, je voudrais savoir si Sea Shepherd mène des actions communes avec Greenpeace ou avec Claire Nouvian de l'association Bloom, je crois, qui dénonce le fait que le président de la République et son gouvernement autorisent le chalutage dans les aires marines dites protégées en France. Alors, à La Réunion, on est engagé depuis de nombreuses années sur la question des pêches préventives. On a fait plusieurs recours. Il y en a un d'ailleurs qui est en cours. Malheureusement, on n'a jamais pu faire de groupe local à La Réunion parce que tous ceux qui ont essayé de faire un groupe local Sea Shepherd à La Réunion se sont pris des menaces de mort, avec leur vie publique étalée sur les réseaux, etc. On a affaire à vraiment une clique assez restreinte finalement, hein, de surfeurs qui font pas du tout honneur au surf, qui ont décidé que l'océan était d'abord et avant tout leur terrain de jeu et que les requins sont des gêneurs.
Et donc, ils ont réussi à obtenir de l'État des campagnes de pêche massives financées par des fonds publics pour sécuriser, entre guillemets, leur terrain de jeu. Et donc là-dessus, nous, on a réussi à faire stopper certaines opérations de pêche dans des zones renforcées au cœur de la réserve marine, parce qu'ils voulaient aller même jusque-là pour tuer des requins. Mais sur le reste, c'est très compliqué parce que malheureusement, les requins tigres et les requins bulldogs, qui sont les principaux ciblés par ces pêches-là, ne sont pas protégés. Donc leur statut est quasi menacé, mais ils ne sont pas protégés. Et en plus, ces pêches capturent énormément d'espèces qui sont menacées, qui elles sont protégées, mais qui sont des captures accessoires, comme ils les appellent. Donc cette question-là des requins à La Réunion, elle est assez frustrante aussi, parce qu'on se rend bien compte que même au niveau juridique, sur place, tout est noyauté. On est vraiment sur une île. C'est compliqué d'obtenir des choses. Et comme ça ne se juge pas en métropole, eh ben, on se rend bien compte que c'est compliqué. On n'est pas loin de la République bananière, hein, clairement. Donc ça, c'est par rapport à La Réunion. Et sur le chalutage de fond dans les AMP, c'est ça que vous disiez. Nous, en fait, là, on est sur l'idée de vraiment discuter et travailler avec des scientifiques et des pêcheurs sur la question du chalutage de fond. De voir en fait dans quelle mesure, quand c'est dommageable pour l'environnement marin, et de prendre des mesures qui soient les plus justes et les plus adaptées possibles. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que sur la question de l'interdiction totale du chalutage de fond, par exemple, il y a une opposition énorme avec des pêcheurs qui nous disent, par exemple, mais sur telle ou telle zone, où c'est des fonds sableux, et ben, ça ne cause pas tant de dégâts que ça, alors qu'il y a tellement d'autres enjeux sur lesquels on ne vous entend pas et sur lesquels il faudrait avancer pour avoir même davantage d'impact. Et je trouve que c'est très intéressant en fait, de discuter avec des pêcheurs qui ne sont pas dans le déni et qui sont dans l'échange, et dont on a beaucoup de choses à apprendre. Et moi, mon objectif et mon souhait, c'est ce qu'on a commencé à faire sur les captures de dauphins notamment, c'est de mettre autour de la table ces pêcheurs-là qui ont une approche constructive, avec des scientifiques et nous, et de sortir du barrage, par exemple, du Comité national des pêches, qui est l'équivalent de la FNSEA pour les pêcheurs, très clairement, qui a passé son temps en fait, à diaboliser les ONG, et particulièrement Sea Shepherd, et qui a fait en sorte qu'il n'y ait aucun dialogue possible. Et moi, vous voyez bien notre sensibilité par rapport à ça, hein, comment on considère les poissons, etc. Donc ça, c'est notre approche. Maintenant, l'objectif, il est comment est-ce qu'on est efficace, comment est-ce qu'on sauve le plus de vies possible, comment est-ce qu'on restaure les écosystèmes le plus rapidement possible et avant qu'il soit trop tard. Et très clairement, c'est en réussissant à travailler ensemble. Et c'est un énorme challenge, parce qu'il faut réussir à se comprendre, et il faut réussir à avancer sur les causes les plus prioritaires, les plus urgentes. Et sur cette question du chalutage de fond, je pense que ça mérite vraiment une discussion, un échange avec les pêcheurs et les scientifiques. Et donc nous, on ne foncera pas tête baissée sur une interdiction totale du chalutage de fond partout, sans avoir vraiment étudié la question et sans avoir vu quels sont aujourd'hui les... Par exemple, juste un exemple pour illustrer ça, quelque chose d'urgent sur lequel, pour l'instant, personne n'est suffisamment mobilisé, et sur lequel nous, on va sans doute se mobiliser, c'est le fait qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il est complètement légal de vendre des poissons qui ne se sont jamais reproduits. C'est-à-dire que la taille légale de capture est au-dessus, et en dessous, de la taille de maturité sexuelle. Et donc ça, c'est une aberration totale, et c'est complètement légal. Et je pense que c'est des enjeux avec une approche écosystémique qu'il est important d'adopter, plutôt que de faire des choses qui vont être très ciblées sur une méthode en particulier, mais qui vont finalement pas forcément avoir l'impact qu'on escompte sur l'océan. Donc je me méfie des choses un peu trop faciles, parce que ça l'est pas. Excusez-moi, je me permets. Désolée, on a beaucoup de personnes qui ont levé la main pour prendre la parole. On ne va pas pouvoir faire des débats.
Merci de faire court pour que tout le monde, enfin le maximum Moi de aussi, il faut personnes... que je fasse court dans mes réponses. Si possible. C'est tellement interconnecté. Merci beaucoup pour cette intervention et puis pour les modes d'action plus généralement. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé au début à la fin de votre intervention, de l'agriculture comme premier maillon de la chaîne de description de la biodiversité. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est globalement les activités terrestres qui sont un peu à l'origine des destructions des fonds marins. Et du coup, moi, ça me pose la question de c'est quoi vos modes d'action sur ces activités terrestres et donc sur l'agriculture. Est-ce que vous intervenez sur des domaines comme cela ou est-ce que vous laissez ces actions-là à peut-être des ONG qui sont plus spécialisés, je pense au soulèvement de la Terre en France, mais sinon ailleurs. Et en fait, peut-être plus philosophiquement parlant, c'est quoi votre rapport à la Terre en tant que Sea Shepherd ? What is our link to the earth? Quelle est notre connexion à la Terre ? The real problem is Le vrai problème, there's 8 billion of us. c'est qu'on est 8 milliards. When I was born, there were 3 billion. Et quand je suis né, on était 3 milliards. That's a tremendous use of resources. C'est une énorme utilisation des ressources naturelles. There's simply not enough fish in the ocean Il n'y a tout simplement pas suffisamment de poissons dans l'océan to continue to feed the ever expanding population, pour continuer à nourrir une population humaine qui continue à grandir. which is one of the reasons we promote veganism as an alternative. Ce qui est une des raisons pour lesquelles on promeut le véganisme comme alternative. But you are right, agriculture is a major contributor to killing life in the ocean. Mais vous avez raison, l'agriculture contribue à détruire la vie dans l'océan. And we have to find alternative means to produce food. Et il faut qu'on trouve des méthodes alternatives pour produire la nourriture. Because agriculture is dependent upon Parce que l'agriculture dépend pesticides, herbicides, fungicides, insecticides, poisons everywhere. Moi, j'ai pas besoin de traduire ça. We're poisoning the planet. On empoisonne la planète. And therefore we have to find a way to get around that. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter ça. The real problem is adaptation to diminishment. Notre vrai problème, en fait, c'est qu'on s'adapte à l'amenuisement de la planète. We remove a species, On extermine une espèce and then we move on to another one. et en fait, on passe à une autre. And we forget that one was there. Et on oublie celle qu'on a détruite. There are 500 species of potatoes. Il y a 500 espèces de patates, There's 600 species of apples. 600 espèces de pommes. But we only market 5 or 6. Mais en fait, on n'en vend que 5 ou 6. And that's a diminishment in diversity. Et c'est une diminution de la diversité. That's the reason in the 1950s, the most popular banana C'est la raison pour laquelle dans les années 50, l'espèce de banane la plus populaire became commercially extinct. s'est éteinte commercialement. And it's replaced with the Cavendish banana today. Et elle a été remplacée par la banane Cavendish. All bananas are cloned. Toutes les bananes sont clonées. And so in about 10 to 20 years, there won't be any of those bananas. Et dans 10 à 20 ans, il n'y aura pas d'autres bananes. And we'll move on to something else. Il y aura plus ces bananes et en fait, on passera à une autre espèce de banane. So we have to find a way to encourage diversity and interdependence. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'encourager la diversité et l'interdépendance. And that isn't the job of government, Et ça, c'est pas le boulot des gouvernements. because the government's only interested in promoting the interests of the corporations Parce que les gouvernements servent les intérêts des multinationales that want to fish out the ocean, qui veulent pêcher tout ce qu'il y a dans l'océan, cut down all the trees, détruire les forêts and mass market foods no matter what the destruction to nature that causes. et faire du marketing massif et de la surconsommation de produits, peu importe ce que ça coûte. So personally, what I do is look for organic and vegan products. Donc moi, j'encourage chacun à se diriger plutôt vers des produits bio et vegan, Locally grown. produits localement. Because why should we be eating pineapples from Hawaii? Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait manger des ananas d'Hawaï ici en France? Why are toothfish caught in the Southern Ocean
Il y a la légine australe qui est capturée dans l'océan austral, en Antarctique, flown around the world to be served in a restaurant in Paris. qu'on amène jusque dans les restaurants parisiens. Incredible waste of resources. Un énorme gaspillage de ressources. So we have to localize. Donc il faut qu'on relocalise. And the solution really is small farmers, Et la solution, c'est des petites agricultures, small fishing operations, des toutes petites pêches à l'échelle locale, and making everything local and everybody involved in the production. et tout rendre local et impliquer les gens au niveau local. But there's no easy answers. Mais il n'y a pas de réponse facile. Thanks. C'était pour savoir. Je sors un peu du vif du sujet. C'était pour savoir si éventuellement il serait possible de réaliser un stage de troisième. Il cherche à se placer. Alors, tu peux. En fait, c'est pas possible sur les bateaux parce qu'il faut avoir 18 ans. Ah, pardon. Donc, un stage de troisième, enfin, après de travailler plus ou moins à plein temps sur des bateaux. Enfin, avec vous, du coup. Bon, déjà pour le stage de troisième, ce qui est possible éventuellement, parce qu'on l'a déjà fait et on continue à le faire, c'est qu'on a un centre de soins Faune Sauvage en Bretagne, dans lequel on prend des stagiaires, ça arrive. Et après, pour travailler à plein temps sur les bateaux, faut déjà être bénévole un certain temps en fait. Hein. Mais tout est possible. You want to say something, Paul, about that? Non, voilà, t'as ta réponse. Commence par t'engager quand tu auras 18 ans. Mais déjà, pour ton stage de troisième, pourquoi pas sur le centre de soins. Hello, Mr. Rosen. I'm glad to meet you today. I would like to know if you were eco-conscious, or how can we be happy in our lives knowing that we can always do more, and how do you keep smiling against this cruelty? Can you say it in French? Yeah. Bonjour Monsieur Hudson, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. Je voulais savoir si vous étiez éco-anxieux et comment peut-on continuer de sourire face à cette cruauté et comment peut-on être joyeux et heureux dans nos vies, sachant qu'on peut toujours faire mieux. I never get depressed or pessimistic Moi, je suis jamais déprimé ni pessimiste, because I learned a lesson many years ago, parce que j'ai appris une leçon il y a de nombreuses années. and that is that don't worry about the future. Ne t'inquiète pas au sujet de l'avenir. You don't have any power over the future. Tu n'as aucun pouvoir sur l'avenir. All your power is in the present. Tout ton pouvoir est sur le moment présent. And if you use all your skills and abilities and talents Et si tu utilises tous tes talents, tes capacités to address problems in the present, pour résoudre les problèmes dans le moment présent, that will define the future. alors ça définira l'avenir. And one person can make a difference. Et une personne peut faire la différence. As I always cite, because of Diane Fossey, we have mountain gorillas. Comme je le dis toujours, grâce à Diane Fossey, il reste des gorilles des montagnes au Rwanda. Because of David Wingate, the Bermuda storm petrel did not go extinct. Grâce à David Wingate, il reste des oiseaux endémiques des Bermudes. There's so many examples of individuals making a difference. Il y a tellement d'exemples de ces individus, ces personnes qui ont fait la différence. And all you have to do to make a difference Et tout ce qu'on doit faire pour faire la différence, is exercise the three most important virtues: c'est de mettre en pratique les 3 vertus les plus importantes: passion, la passion, imagination, and courage. l'imagination et le courage. And don't let anybody deter you and say you can't do it. Et ne laissez jamais personne vous convaincre du fait que vous ne pourriez pas le faire. Because the world is full of people telling you you can't do it. Parce que le monde est plein de gens qui vous diront que vous ne pouvez pas le faire. Ne Don't les listen écoutez to pas. them. Because you can do anything you set your mind out. So you find out, what am I good at? En fait, vous trouvez ce qui vous touche, ce qui vous motive, ce pourquoi vous êtes bon. Because the strength of an ecosystem is in diversity. Parce que la force d'un écosystème, elle est dans sa diversité. And the strength of any movement is in diversity. Tout comme la force d'un mouvement est dans sa diversité. So that approach can be education, Donc l'approche, ça peut être l'éducation, litigation or legislation, la législation, direct action. l'action directe, It can be art. ça peut être l'art. And there are so many things that, what are you good at? Il y a tellement de choses à faire. En fait, demandez-vous ce à quoi vous êtes bon.
And how can you make a difference? Et comment vous pouvez faire la différence. And that's all you really have to do. That's all you can do. Et c'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout ce que vous pouvez faire. Je vois encore beaucoup de bras levés. Il reste 5 minutes. Peut-être encore le temps de 2 questions rapides qui ont levé le bras depuis un moment derrière. Et puis une question derrière et puis après une devant. Et après on sera à la fin de ce moment partagé. J'ai une question. C'est quoi la différence entre ce que le poisson il finisse dans notre assiette ou dans une poubelle parce qu'on en a pêché trop? Ouais, je ne sais pas si je comprends la question, mais il y a du gaspillage, très clairement, de poissons. Mais le poisson qui finit dans notre assiette, c'est parce que des gens ont voulu l'acheter, parce qu'ils ont donné de l'argent pour ça. Et donc, ils ont alimenté un système qui va motiver les gens à retourner en pêcher plus. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Tu voulais parler des poissons. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'habite une région, on appelle ça les Hautes-Alpes, et enfin non, la Haute-Savoie. Et là-bas, si on n'utilise pas de poisson, il existe une maladie, ça s'appelle le crétin des Alpes. Alors, ma question est la suivante. Manque d'iode, par manque d'iode. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ça pose un problème si je mange des algues pour remplacer le poisson? Merci. Merci beaucoup. Moi, spontanément, je dirais que ça pose pas de problème, mais il faut voir avec un nutritionniste. Il répond Cispiracy, je m'en rappelle pas. Bon, bah voilà, faut voir Cispiracy. Voilà. Ouais. Voilà. Bah oui. On a encore le temps d'une question, c'est merveilleux. Bonjour. Pensez-vous qu'il soit utopique, depuis le nombre d'années que vous combattez certains pays, d'imaginer qu'ils pourraient à leur tour arrêter l'extermination de la faune marine? Et je crois que ce serait notre dernière question. J'en profite pendant que Lamia traduit pour dire que Paul Watson sera disponible à l'issue de la conférence pour dédicacer un livre à l'extérieur de la salle avec la librairie Raconte-moi la Terre qui est présente avec quelques ouvrages que vous pourrez acheter et vous faire dédicacer si vous le souhaitez. In 1977, Australia was a whaling country. En 1977, l'Australie était un pays qui chassait des baleines. Today, Australia is one of the strongest voices to protect whales. Aujourd'hui, l'Australie est une des voix les plus influentes pour protéger les baleines. And I have hopes that Japan and Norway will someday do the same. Et j'ai l'espoir qu'un jour, le Japon et la Norvège feront la même chose. But we have seen these changes. Mais on a vu ces changements. And those changes come because of pressure from their citizens. Et ces changements ont eu lieu grâce à la pression des citoyens, des citoyennes des pays concernés. So over the last 45 years, donc sur les 45 dernières années, I've seen a lot of positive changes. J'ai vu beaucoup de changements positifs. So I'm certain that it will continue that trend. Donc on va continuer sur cette tendance-là.